En 1812, sous couvert de guerre d'indépendance et napoléonienne, la Tartarie et les Amériques ont été irradiées. Des villes, des pays entiers ont été rayés de la carte. Les tableaux, les témoignages des survivants, les archives papier, la fonte de bâtiments en pierre, les rapports médicaux décrivent non pas des incendies, mais une irradiation similaire à celle d'Hiroshima et de Tchernobyl. Au plus profond des salles du musée d'État de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg est accroché un tableau qui, à première vue, semble n'être qu'un témoignage historique parmi d'autres d'un passé tragique. Il s'intitule « Le Grand Incendie » et selon la version officielle, il représente Moscou englouti par les flammes en 1812. Pourtant, si l'on met de côté les perceptions habituelles et que l'on observe cette œuvre à travers le prisme de la physique et de l'optique, une chose devient évidente. Il ne s'agit pas d'une simple fiction artistique, mais de la documentation de l'impossible. Les historiens de l'art passent souvent à côté de détails qui sautent aux yeux des spécialistes des catastrophes technogènes. Le feu sur la toile se comporte d'une manière anormale pour du bois ou de la pierre en combustion, et la destruction des bâtiments ne correspond pas à la physique d'un incendie classique. Mais le détail le plus troublant se trouve à l'arrière-plan. Au cœur de la composition apparaît une source lumineuse qui défie toute explication. Cette lumière est trop blanche, trop intense, trop envahissante. Elle diffère radicalement du spectre chaud rouge-orangé typique de la combustion de matières organiques. Ceux qui ont étudié les chroniques du XXe siècle reconnaîtront immédiatement cette signature visuelle. Cette lueur est identique à celle que les caméras ont captée lors des essais nucléaires et de la tragédie d'Hiroshima. Un peintre du début du XIXe siècle a reproduit avec une précision glaçante la trace visuelle d'une explosion à très haute température et d'un rayonnement dur. Un phénomène que l'humanité ne découvrira officiellement qu'un siècle et demi plus tard. Cela conduit à une question logique que les historiens académiques préfèrent ignorer. Comment un artiste de cette époque pouvait-il savoir à quoi ressemble l'épicentre d'une détonation nucléaire ? Comment un effet issu de la libération d'une énergie atomique colossale a-t-il pu se retrouver sur une toile datant de l'ère des mousquets et de la cavalerie ? Cette incohérence devient la première fissure dans l'édifice monolithique de l'histoire officielle. On nous raconte que la guerre contre Napoléon fut un conflit classique entre deux empires, décidé par la tactique, l'artillerie et le rude hiver russe. Les manuels affirment que la Grande Armée fut vaincue par la résistance partisane et le gel. Mais le tableau de l'Ermitage hurle une autre vérité. Il témoigne d'un événement dont la puissance destructrice dépassait tout l'arsenal connu à l'époque. Dès que l'on commence à recouper les faits, il devient clair que la chronologie admise de 1812 s'effondre dès qu'on applique un raisonnement critique. La version officielle de la Terre brûlée n'explique pas de nombreuses anomalies rapportées par les témoins. Nous sommes à l'aube d'une découverte capable de bouleverser notre compréhension du passé de la civilisation, et ce n'est que le début de l'enquête. En étudiant le contexte historique, il est impossible d'ignorer les étrangetés entourant cette soi-disant invasion. 600 000 soldats sont entrés sur un territoire ennemi, et moins de 10 000 en sont revenus. On présente cela comme la plus grande catastrophe militaire de l'histoire, imputée à la faim et au froid. Pourtant, l'ampleur des pertes et la rapidité avec laquelle une armée massive a disparu rappellent davantage l'entrée dans une zone de destruction massive que les conséquences de combats classiques. Le tableau « Le Grand Incendie » devient la clé pour comprendre que 1812 n'était pas une guerre au sens traditionnel, mais une opération d'extermination systématique dont les traces ont été soigneusement effacées par les vainqueurs. Nous ne voyons pas un incendie, mais un éclair qui a changé le cours de l'histoire. Et ce fait visuel exige une enquête détaillée et impartiale, bien au-delà des programmes scolaires. Mettons un instant de côté les images artistiques et tournons-nous vers les faits implacables de la science des matériaux et de la thermodynamique. La version officielle des événements se désagrège immédiatement. Pendant des décennies, on nous a fait croire que la destruction des plus grandes villes du passé était le résultat d'incendies ordinaires causés par la guerre ou la négligence. Or, la physique est une science obstinée. Elle remet en cause la possibilité même d'une telle destruction avec les technologies du début du XIXe siècle.
La température standard de combustion du bois à l'air libre, même par vent fort, dépasse rarement 8 ou 900 degrés Celsius. C'est suffisant pour détruire des planchers et des toitures en bois, mais totalement insuffisant pour altérer la structure moléculaire de la pierre. Dans les rapports de 1812, on trouve des descriptions qui contredisent les propriétés d'un feu ordinaire. Des témoins et les rares documents survivants affirment que la pierre ne s'est pas contentée de se fissurer sous l'effet de la chaleur. Elle a fondu. Le granit et la brique ont coulé comme de l'eau, se transformant en une masse informe semblable à du verre. Pour amener la pierre de construction ou la brique à l'état liquide, il faut des températures supérieures à 1500 degrés, maintenues dans le temps, ou une impulsion thermique brève mais monstrueusement puissante. Aucune torche, aucun baril de goudron ni aucune poudre d'artillerie ne pouvait créer de telles conditions sur de vastes espaces ouverts. Une attention particulière doit être portée à la nature même de l'incendie de Moscou. La ville a brûlé pendant 6 jours, mais il ne s'agissait pas d'une propagation progressive d'un bâtiment à l'autre. Les descriptions évoquent l'apparition d'un phénomène connu sous le nom de tempête de feu. L'intensité de la combustion était telle que le feu a commencé à créer sa propre météo. De puissants courants convectifs sont apparus, les différences de pression étaient si fortes que le vent aspiré vers l'épicentre soulevait des hommes adultes dans les airs et arrachait des arbres. De telles anomalies atmosphériques sont caractéristiques des bombardements incendiaires du XXe siècle ou des épicentres d'explosions nucléaires, où le réchauffement instantané de l'air crée une zone de vide. Les bâtiments s'effondraient d'une manière qui ne se produit pas lors d'incendies ordinaires, où l'intérieur brûle d'abord avant que les murs ne s'affaissent. Les chroniques suggèrent une destruction instantanée, comme si les structures avaient été balayées par une onde de choc ou avaient perdu leur intégrité en une fraction de seconde. La pierre se réduisait en poussière, le métal s'évaporait ou se soudait à la brique en un seul monolithe. L'histoire officielle tente de nous convaincre qu'il s'agissait du résultat de pillages et d'incendies chaotiques lors de la retraite. Mais la coordination et la totalité des destructions indiquent l'usage de technologies d'un tout autre ordre. Ce fut un effacement méthodique de la ville de la surface de la Terre, un traitement thermique du territoire ne laissant aucune chance aux vivants. Cependant, l'ampleur de la catastrophe ne se limitait pas à l'Eurasie. Si tu penses que ce cataclysme inexpliqué n'a été qu'une tragédie locale de l'Empire russe, tu te trompes lourdement. Au moment même où les pierres des rues de Moscou fondaient, des processus similaires, défiant les lois de la guerre conventionnelle et de la combustion, se produisaient de l'autre côté de la planète, s'alignant en une chaîne mondiale d'événements terrifiants. On nous enseigne à considérer les événements de 1812 de manière isolée, en nous concentrant sur des conflits régionaux précis. Les manuels d'histoire parlent de 2 guerres totalement différentes, la guerre patriotique en Russie et la guerre de 1812 en Amérique. Ils tentent de nous convaincre que ces événements ne sont liés que par une date. Pourtant, si l'on reporte les foyers d'incendie catastrophiques sur une carte du monde, une image effrayante de synchronicité globale apparaît, impossible à expliquer par le hasard ou par des tactiques militaires classiques. Tandis que Moscou brûlait, un scénario identique se déroulait à des milliers de kilomètres en Amérique du Nord et du Sud, formant un anneau de feu unique entourant la planète. Aux États-Unis, l'année 1812 ne se distingue pas seulement par les combats, mais aussi par une série d'incendies dévastateurs qui ont détruit des métropoles clés. Washington DC a brûlé si complètement que la résidence présidentielle, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Maison Blanche, a dû être pratiquement reconstruite à partir de rien. La version officielle attribue cela aux troupes britanniques, mais la nature des dégâts soulève de nombreuses questions. Le feu a détruit la pierre et la brique avec la même fureur inexplicable qu'en Russie. À la même période, New York a perdu tout son quartier sud dans un incendie dont la cause reste obscure. Philadelphie, Baltimore, la Nouvelle-Orléans, la liste des villes englouties par les flammes dans ce laps de temps est vertigineuse. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'une annihilation totale des infrastructures urbaines, survenue presque simultanément sur d'immenses territoires. Des événements encore plus mystérieux se produisaient en Amérique du Sud.
Le 26 mars 1812, Caracas, la capitale du Venezuela, fut pratiquement rayée de la carte. Les historiens parlent d'un séisme, mais les témoignages conservés, y compris ceux du clergé, décrivent autre chose. Ils écrivent moins que la terre tremblait que le fait que la terre brûlait. La destruction est décrite comme instantanée et totale. Les bâtiments ne s'effondraient pas, ils s'affaissaient comme des bougies qui fondent. La pierre et les structures présentaient des signes de déformation thermique incompatibles avec une activité sismique. Les tremblements de terre peuvent fissurer des murs, mais ils ne font pas couler les minéraux ni changer leur structure. Nous sommes donc face à une anomalie mondiale. La Russie et l'Amérique n'étaient pas en guerre l'une contre l'autre. Leurs conflits politiques et militaires n'avaient aucun point de contact. Et pourtant, des villes sur les deux continents brûlaient avec la même intensité, les mêmes caractéristiques physiques inexplicables et au même moment. Cela donne l'impression d'une frappe coordonnée visant non pas une armée précise, mais les centres mêmes de la civilisation. C'était une signature unique de destruction, ignorant les frontières et les alliances. Il n'existe aucun lien logique entre la guerre napoléonienne et les incendies du Nouveau Monde, si on les considère comme des guerres ordinaires. Mais si l'on suppose une opération de nettoyage global, utilisant des technologies de très haute puissance, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. La science officielle continue de qualifier ces faits de coïncidences tragiques, invoquant le chaos de la guerre et les catastrophes naturelles. Mais l'architecture de la destruction n'est qu'un aspect. Il y a aussi une dimension biologique, sur laquelle le silence est encore plus obstiné. Les archives conservent des journaux intimes et des rapports médicaux de l'époque, décrivant l'état des survivants. Les symptômes relevés par les médecins en 1812 ne correspondent ni à des brûlures, ni aux maladies infectieuses connues alors. Ils décrivent des pathologies que la médecine moderne ne nommera qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, après Hiroshima et Tchernobyl. Les preuves les plus terrifiantes des événements de 1812 ne se trouvent pas dans les murs en ruine, mais dans les archives papier qui ont survécu. Lettres privées, journaux et rapports austères de médecins de campagne confrontés à l'incompréhensible. En lisant ces pages jaunies, la véritable horreur ne vient pas des descriptions de combats, mais de la manière dont les gens tentaient de mettre des mots sur des phénomènes sans nom. Ils décrivaient l'apocalypse avec une naïveté presque enfantine, notant des symptômes et des effets physiques que la science moderne identifie clairement, mais qui étaient impensables au début du XIXe siècle. L'un des documents les plus saisissants est une lettre d'une femme à Moscou décrivant le début de la catastrophe. Elle utilise une expression qui glace le sang. D'abord vint une lumière plus brillante que 1000 soleils. Elle écrit qu'ils se couvraient le visage de leurs mains, mais que l'éclat semblait si puissant qu'il brûlait à travers la chair. Cette métaphore, plus brillante que 1000 soleils, n'est pas une simple image poétique. C'est une reprise mot pour mot d'un vers de la Bhagavad Gita, que Robert Oppenheimer citera un siècle et demi plus tard en assistant au premier essai nucléaire. Le fait que cette formule apparaisse dans des lettres de 1812 suggère que les témoins ont observé un rayonnement lumineux d'une intensité extrême, caractéristique d'une réaction nucléaire, et non d'un incendie ordinaire. Les témoins distinguaient clairement les étapes. D'abord la lumière insoutenable transformant la nuit en jour, ensuite un silence étrange, puis seulement le choc, le bruit et le mur de feu. La lumière précédant le son et l'onde thermique est la signature classique d'une détonation nucléaire. Mais le véritable cauchemar a commencé plus tard, lorsque les incendies se sont éteints. Dans les rapports médicaux de l'époque, les médecins décrivent une étrange épidémie touchant les habitants et les soldats proches des épicentres. Les praticiens étaient totalement déconcertés. Les patients arrivaient sans blessures visibles, sans coup de sabre ni impact de balle. Leur peau n'était pas brûlée au sens habituel, mais elle noircissait et se détachait par plaques, laissant apparaître les tissus à vif. Les gens se plaignaient de nausées incontrôlables, souvent accompagnées de vomissements sanglants. Un symptôme particulièrement effrayant était la perte massive de cheveux. Des hommes et des femmes en parfaite santé perdaient des mèches entières au simple passage de la main sur la tête. Ce n'est pas un signe de typhus, de choléra ou de dysenterie, les maladies classiques de la guerre à cette époque. C'est une description clinique du syndrome d'irradiation aiguë. Les patients déclinaient en quelques jours ou semaines. Les médecins parlaient de pourriture interne et de sang qui s'amincit,
notant que les corps cessaient de résister à toute infection. Ceux qui semblaient avoir survécu à l'incendie et se trouvaient à distance mouraient une semaine plus tard d'un mal inconnu. Ils décrivaient avec une précision clinique les effets d'un rayonnement pénétrant, sans comprendre ce qu'ils observaient. Brûlure sans feu. C'est ainsi que les médecins caractérisaient cet état, ignorant que les cellules étaient détruites non par la chaleur, mais par un flux invisible de particules. Ces témoignages biologiques mettent fin à la version du simple incendie. Le feu ne provoque pas de maladie des rayonnements. La fumée ne fait pas tomber les cheveux, ni peler la peau sans contact thermique. Nous sommes face à des faits documentés de l'utilisation d'une arme laissant une trace radioactive. Et ici surgit une contradiction logique capable d'effondrer toute l'histoire officielle des guerres napoléoniennes. Si Moscou et d'autres villes sont devenues des zones de contamination radioactive mortelle pour tout être vivant, comment une immense armée d'invasion a-t-elle pu y exister et y opérer? Si le territoire était une zone létale, que s'est-il réellement passé pour la légendaire Grande Armée? Et où ont disparu sans laisser de traces des centaines de milliers d'hommes armés et entraînés? L'historiographie officielle nous propose une explication commode et romantisée de la disparition de la Grande Armée de Napoléon. On nous parle du général Hiver, de la rigueur du climat russe qui aurait été le principal vainqueur de la campagne. Pourtant, quiconque compare les relevés climatiques de l'année avec la chronologie de la disparition des troupes françaises découvre une divergence fatale. Les grands froids n'arrivent qu'en novembre, mais à ce moment-là, il ne restait déjà pratiquement rien des 600 000 hommes. L'armée avait cessé d'exister comme force combattante dès octobre, par un temps relativement clément. Où aurait pu disparaître en si peu de temps un demi-million d'hommes robustes et aguerris sans qu'aucune bataille ne puisse expliquer de telles pertes? La clé de l'énigme se trouve dans les incohérences de la chronologie de l'entrée de Napoléon à Moscou. Les manuels affirment que l'incendie a commencé le 14 septembre 1812 et que l'empereur est entré dans la capitale le même jour. Aucun commandant sain d'esprit n'aurait pourtant conduit une armée massive dans l'épicentre d'une tempête de feu pour y cantonner ses troupes. La logique suggère une autre séquence. Les Français sont entrés dans une ville déjà frappée. Ils sont entrés non comme des conquérants triomphants, mais comme des explorateurs pénétrant dans une zone d'exclusion. Ce qu'ils ont vu là, les rapports militaires français l'ont appelé la Grande Silence, le Grand Silence. Les éclaireurs rapportaient un tableau terrifiant, incompatible avec l'idée d'une évacuation militaire. Dans les villes et villages sur la route de Moscou, ils trouvaient des maisons intactes. Les effets personnels étaient à leur place, les cendres dans les poêles encore tièdes, la nourriture posée sur les tables. Il n'y avait simplement plus de gens. Cela ne ressemblait pas à une retraite organisée de la population qui emporte habituellement ses biens et ses réserves. Cela ressemblait à la disparition instantanée d'une civilisation, comme si les habitants avaient été évacués par une force supérieure ou détruits par une arme ne laissant aucun corps. Kilomètre après kilomètre, l'armée avançait dans le vide, à travers des villes fantômes où la vie s'était arrêtée en une seconde. C'est très probablement leur présence dans cette zone qui a entraîné la destruction de l'armée. Les soldats mouraient non du froid ni des balles russes, mais de l'exposition à un territoire contaminé. Faiblesse inexpliquée, maladie massive, perte d'orientation, tout cela fut attribué à la faim et à la dysenterie. Mais si l'on considère la carte de la campagne comme un parcours à travers des épicentres de contamination radioactive ou technogène, on comprend pourquoi seuls de misérables restes sont revenus. Ces 10 000 survivants sur 600 000 représentent un taux de survie typique d'un passage sans protection à travers une zone frappée par des armes de destruction massive. Il existe une forte probabilité que toute la guerre de 1812 ait été une vaste opération de dissimulation. L'invasion de Napoléon aurait pu servir de diversion ou de nettoyage du territoire après une frappe mondiale menée par une troisième force. Tandis que le monde observait les mouvements de régiments et de bannières, une destruction méthodique des centres d'un empire ancien était en cours. Les Français ne marchaient pas pour combattre les Russes, ils marchaient dans des terres mortes pour assister à la fin d'une époque. La terre brûlée n'est pas une tactique de Koutouzov, mais la description de l'état du territoire avant même l'arrivée des troupes.
Cependant, il est impossible de dissimuler totalement les conséquences d'une catastrophe de cette ampleur. Les cendres, la pierre fondue et la matière altérée n'ont pas disparu. Elles ont été enfouies sous de nouveaux pavés et bâtiments, mais elles demeurent comme un reproche silencieux à l'histoire officielle. Ces traces se trouvent littéralement sous nos pieds dans chaque vieille ville, et les archéologues les connaissent parfaitement. Pour expliquer cette couche de destruction généralisée, on a inventé un terme spécial, très pratique et profondément trompeur, destiné à endormir la vigilance du grand public. Quiconque s'est déjà intéressé à la structure des centres historiques de nos villes a rencontré le phénomène inexpliqué des étages enterrés. On nous parle de la soi-disant couche culturelle, des siècles d'accumulation de poussière, de saleté et de déchets humains qui auraient fait monter le niveau du sol de plusieurs mètres. Pourtant, si l'on descend dans n'importe quelle fouille archéologique ou si l'on observe attentivement les sous-sols des bâtiments à Saint-Pétersbourg, Moscou ou Kazan, cette théorie s'effondre face à la réalité. Nous voyons de véritables étages avec fenêtres et portes, enfouis profondément sous terre, recouverts non par du compost organique, mais par une argile dense mêlée de briques brisées et d'une étrange substance ressemblant à de la cendre. Cette couche, que l'archéologie officielle appelle avec précaution la lacune culturelle du début du XIXe siècle, est en réalité une preuve matérielle de la catastrophe. Les analyses chimiques des sols de ces niveaux révèlent souvent des microparticules identiques à celles formées lors du frittage à très haute température. Ce n'est pas de la simple terre, ce sont les produits de décomposition de l'infrastructure urbaine. Mais les découvertes les plus frappantes attendent les chercheurs qui étudient l'état des maçonneries et des fortifications. Partout en Russie, mais aussi en Europe et en Asie, on observe des traces de vitrification, le processus par lequel la matière solide se transforme en verre. Pour transformer une brique silicatée ou des blocs de granit en une masse vitreuse, il faut des températures dépassant 1700 degrés Celsius. Un incendie de bois ordinaire, même très intense, est incapable de produire de telles conditions. Et pourtant, nous trouvons des murs de forteresses fondus, où la pierre a coulé comme de l'huile avant de se figer en formes étranges. Dans les fondations de bâtiments ayant survécu à 1812, on observe une métamorphose thermique des minéraux. Cela signifie que la chaleur n'était pas seulement extrême, mais instantanée. La structure interne de la pierre a été modifiée au niveau moléculaire, ce qui n'est possible que sous l'effet d'un rayonnement lumineux puissant ou d'une onde de choc thermique. Le granit des quais de Saint-Pétersbourg s'écaille par endroits en plaques, un signe typique de choc thermique, et non de l'action de l'eau ou du temps. Sous les chaussées des mégapoles modernes s'étend une couche continue composée de sable, de métal et de verre frité en un seul monolithe. C'est cette fameuse masse noire et brillante que les ouvriers du bâtiment prennent souvent pour une étrange roche naturelle. En réalité, ce sont les restes d'une ancienne civilisation, broyés et fusionnés en un tout par une énergie monstrueuse. La couche d'argile recouvrant les premiers étages est probablement le résultat de la chute de millions de tonnes de sol depuis l'atmosphère après des explosions, ou de la liquéfaction du sol provoquée par des vibrations d'une force inimaginable. Nous marchons littéralement sur les toits d'un monde détruit il y a 200 ans. Ces ruines vitrifiées et ces villes ensevelies sous des couches de cendres radioactives constituent une preuve irréfutable de l'utilisation d'armes dont la puissance dépasse de loin tout ce qui existait officiellement dans les arsenaux du XIXe siècle. Une technologie capable de transformer des villes en verre nécessite une source d'énergie incomparable à la poudre et au boulet de canon. Cela soulève la question la plus importante et la plus dangereuse de cette enquête. Qui possédait une telle force écrasante? Et, plus important encore, contre qui a-t-elle été utilisée avec une précision aussi impitoyable? Nous approchons de la résolution d'un mystère que cartographes et historiens ont tenté d'effacer de la mémoire humaine, l'existence d'un immense État devenu la cible principale de cette guerre non déclarée. Lorsque l'on assemble ces faits dispersés, granit fondu, synchronicité mondiale des incendies, symptômes de radiation chez les témoins, comportement étrange des armées, une image se dessine, terrifiante par sa cohérence logique. Toutes ces anomalies ne trouvent une explication que dans un seul cas. Si l'on admet que les événements de 1812 n'étaient pas une guerre entre nations,
mais une opération coordonnée visant à détruire une structure civilisationnelle précise. Cette structure, cet immense ensemble géopolitique, a été effacée non seulement de la surface de la Terre, mais aussi des pages des manuels scolaires. Son nom était la Grande Tartarie. Sur les anciennes cartes et dans les encyclopédies publiées avant le XIXe siècle, ce territoire était désigné comme le plus grand État du monde, s'étendant de l'Oural à l'océan Pacifique et englobant des parties importantes de l'Amérique du Nord et de l'Inde. L'histoire officielle moderne qualifie cela de mythe ou de simple terme géographique, mais la nature des destructions de 1812 suggère le contraire. Les frappes ont été menées avec précision et simultanément contre les centres clés de cet empire. Moscou, en tant qu'ancienne capitale de la Tartarie, Washington et les villes de l'Inde, tous étaient des nœuds d'un même système mondial qui devait être démantelé pour instaurer un nouvel ordre. Les guerres napoléoniennes et les conflits en Amérique ont servi de paravent idéal. Tandis que l'attention du public se portait sur les mouvements d'infanterie et de cavalerie, des frappes étaient lancées depuis le ciel ou à l'aide d'installations inconnues, réduisant les villes en poussière. L'hypothèse de l'utilisation d'armes nucléaires au XIXe siècle ne paraît fantastique qu'à première vue. Si l'on se tourne vers les textes anciens, comme l'épopée indienne Mahabharata, on y trouve des descriptions techniques d'armes dont les effets sont identiques à ce qui s'est produit à Moscou. Les textes évoquent un projectile unique chargé de toute la puissance de l'univers et une colonne de fumée et de feu brillante comme 10 000 soleils. Les conséquences décrites, chute des cheveux et des ongles, empoisonnement de l'eau et de la nourriture, transformation instantanée des êtres humains en cendres, reproduisent exactement les rapports médicaux de 1812. Peut-être que ces technologies de destruction n'ont pas été inventées au XXe siècle, mais exhumées de coffres secrets. Elles pourraient être l'héritage des dieux, ou les vestiges de technologies d'un cycle précédent du développement humain, utilisé par l'un des camps en conflit. Qui a appuyé sur le bouton? Était-ce une force extérieure nettoyant la planète, ou une guerre civile brutale entre élites décidant de se partager le monde? Très probablement, nous observons le final d'une lutte entre la civilisation occidentale montante, représentée par les Romanov et les monarchies européennes, et l'ancienne confédération de la Tartarie. Les vainqueurs ont tout obtenu, territoire, ressources et le droit d'écrire l'histoire. Pour dissimuler un crime d'une telle ampleur, il ne suffisait pas de réécrire des livres. Il fallait modifier la perception même de la réalité. On nous a inculqué l'idée que la machine à vapeur était le sommet du progrès de l'époque, afin que nous n'osions pas envisager l'existence de forces plus puissantes. La destruction de la Tartarie est devenue un point de bifurcation, un moment où l'humanité a été violemment projetée en arrière dans son développement, privée de mémoire et de technologie. Nous ne vivons pas dans un monde de progrès linéaire, mais sur les ruines d'une civilisation plus avancée, dont la grandeur a été brûlée et vouée à l'oubli. On nous a inventé une histoire sûre, faite de mousquetaires et d'empereurs, pour que nous ne posions jamais la question de savoir à qui appartiennent réellement les eaux enfouies sous les fondations du monde moderne. Ce voyage, commencé par un simple regard posé sur un tableau de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, nous a conduit à des conclusions effrayantes par leur ampleur et leur irréversibilité. Le grand incendie s'est révélé n'être ni une allégorie, ni une exagération artistique, mais un témoignage documentaire ayant brisé 2 siècles de silence. Nous sommes passés de l'étrange spectre lumineux d'une toile à la compréhension du caractère mondial de la catastrophe qui a englouti la planète au début du XIXe siècle. Les faits examinés, de la physique de la pierre fondue aux descriptions médicales de la maladie des rayonnements, de la synchronicité mondiale des incendies à la disparition de la Grande Armée, s'assemblent en un puzzle indissociable. La version officielle de l'histoire, selon laquelle le monde vivait à l'ère des mousquets primitifs et de la traction animale, craque de toutes parts sous la pression des preuves matérielles. La question principale qui demeure après cette enquête est la suivante. Pourquoi nous a-t-on menti pendant 2 siècles? La réponse réside dans l'essence même de la civilisation moderne. Reconnaître un 1812 nucléaire, c'est admettre que l'histoire humaine n'est pas une ascension linéaire de la barbarie vers le progrès. C'est reconnaître une involution, une dégradation. Nous n'avons pas atteint le sommet du développement technologique. Nous tentons seulement de récupérer ce qui a été perdu.
La civilisation moderne est construite sur des ruines. Elle parasite les vestiges de l'infrastructure de la Grande Tartarie, s'appropriant ses réalisations sans en préserver le savoir. Ces bâtiments majestueux aux colonnes et à la maçonnerie exceptionnelle, que nous appelons style antique ou classicisme, ne sont souvent pas des créations d'architectes du XIXe siècle, mais des ruines restaurées et adaptées par les nouveaux maîtres du monde. Prendre conscience de cela transforme notre perception de nous-mêmes. Nous ne sommes pas les pionniers d'un monde nouveau. Nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à un enfer nucléaire. Nos ancêtres sont ceux dont le patrimoine génétique a résisté au rayonnement, ceux qui ont su s'adapter dans un monde où la couche culturelle est devenue la tombe de milliards d'êtres humains. Le prétendu bond technologique de la fin du XIXe siècle n'a peut-être pas été une invention, mais simplement l'exhumation et l'adaptation de technologies anciennes survivantes. L'électricité, les communications sans fil, les techniques de taille de la pierre, tout cela pouvait être banal dans cet empire réduit en poussière, ne nous laissant que des contes sur Napoléon et Koutouzov pour masquer la véritable tragédie. Ce savoir est lourd, mais libérateur. En comprenant ce qui s'est réellement passé, nous cessons de croire aveuglément aux manuels écrits par les vainqueurs et commençons à voir la réalité telle qu'elle est. Forteresses fondues, étages enterrés, statistiques étranges de cancer, années sans été, tout cela appartient à une même chaîne. L'histoire a été réécrite, les faits déformés, la mémoire effacée, mais les traces subsistent. La pierre se souvient de ce que les hommes ont oublié. Et une fois que tu sais où regarder, tu ne peux plus détourner le regard. Le monde qui t'entoure est couvert des cicatrices de cette guerre. Et chaque ancien manoir dont les fenêtres s'enfoncent sous l'asphalte crie ce qui s'est réellement passé ici. L'histoire est réécrite, mais les traces demeurent.